19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 30 mai 2019. La société de brasserie du Niger, Braniger, va bientôt fermer compte tenu des pertes accumulées depuis plusieurs années, mais également la baisse de la vente de ces produits. Qu'est-ce que peuvent être les conséquences de cette fermeture de la société? Élément de réponse dans ce dossier signé Ismaël Moumouni. Bientôt la fin sur le marché des produits de la brasserie du Niger, Braniger. En tout cas, c'est ce qui ressort du circulaire de cette société créée depuis 1967. Si cette société vient à être fermée, ce sont des centaines de personnes qui iront au chômage et ça sera également un coup dur pour ceux qui commercialisent les boissons sucrées et alcoolisées de cette société. C'est un grand danger pour nous et pour le revendeur encore, pour les autres barman et autres revendeurs de la Braniger. Et pour la société Braniger encore, c'est une seule société. Si ça a fermé, ça a engendré beaucoup de chômage. Donc dans ce cas, on compte beaucoup sur l'État pour qu'il puisse faire quelque chose pour défendre l'intérêt de la nation. La fermeture de la Braniger sera un coup dur pour ses partenaires, dont en l'occurrence l'Association nigérienne des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Nous sommes une association, n'est-ce pas, qui regroupe un certain nombre de branches d'activité, dont toutes, n'est-ce pas, travaillent avec la Braniger d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, là, la branche d'activité des tenanciers de billes de boissons, la branche d'activité des hôteliers, la branche d'activité des restaurateurs, entre autres. Les conséquences par rapport donc à ces branches d'activité dont je viens de citer tantôt, elles vont être désastreuses. Certains risquent même de fermer, pour la simple raison que le produit principal de leur activité, ce sont des produits Braniger. Alors si la Braniger est fermée, donc c'est sûr qu'eux aussi vont fermer. Si la Braniger ferme ses portes, cela ne serait pas sans conséquence sur l'économie du pays. La Braniger, c'est une entité quand même qui participe à l'équilibre de la balance des paiements au Niger. C'est quoi l'équilibre de la balance des paiements? C'est une entité qui importe des biens de l'extérieur. Donc quand elle importe, elle exporte aussi ses bières, parce que les bières du Niger, les boissons gazeuses, elles sont connues ici dans la région limitrophe, c'est-à-dire Burkina, Mali, ainsi de suite. Donc, elle intervient dans la régulation de la balance commerciale. Elle exporte et elle importe. Aujourd'hui, on va se lever un beau matin pour trouver que cette activité d'importation et d'exportation de la Braniger va s'arrêter net. Ça veut dire quoi? Ça va avoir un effet sur la balance commerciale du Niger. La Braniger, quand elle importe, c'est quand même des droits de douane que l'État du Niger récupère sur elle. Quand elle fait une activité commerciale, à la fin, c'est l'impôt sur le bénéfice commercial que l'État du Niger va engranger. Tous ces éléments vont disparaître avec donc, la fermeture de la Braniger. Et quand l'impact va se sentir, on va revoir ce problème du point de vue du produit intérieur brut du Niger. Dans le calcul du produit intérieur brut du Niger, par exemple en 2020, on va sentir qu'il y a quelque chose qui a manqué parce qu'il y a une partie de l'activité économique qui a disparu. Donc la création de richesses qui faisait augmenter le bénéfice, enfin pas le bénéfice, le produit intérieur brut du Niger va diminuer avec la disparition de la Braniger. Au moment où le président de la République est champion de la création de la zone libre-échange continentale africaine ZLECAf, c'est à ce même moment que la société agonise au vu et au su des autorités. Quand on dit libre-échange dans la zone, ça veut dire il y aura un désarmement tarifaire. Ça veut dire tous les produits fabriqués dans l'espace de la zone libre-échange peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. Ça veut dire par exemple si le Burkina a beaucoup plus des entreprises qui fabriquent des boissons, ils peuvent nous envahir. C'est-à-dire qu'ils rentrent, ils concurrencent nos produits. Si nos produits ne sont pas de qualité ou bien le prix n'est pas compétitif, ils vont venir vendre. Personne ne peut les empêcher puisque c'est le libre-échange. Donc c'est par rapport à cette entrée de la zone de libre-échange que nous devrons prendre des dispositions pour relancer les activités des entreprises que nous avons, de voir comment faire pour les aider, ne serait-ce qu'à travers la fiscalité.
à travers la fiscalité, on peut aider ces entreprises à se relever. Parce que si elles sont étouffées par la fiscalité, je ne vois pas comment on va peser lourd dans la zone de libre-échange dans laquelle on est champion. On est champion de libre-échange, on risque d'être les dindons de la farce, quoi. Au-delà des conséquences sociales et économiques, avec la fermeture de la BRA Niger, qui est d'ailleurs la dernière des plus grandes sociétés industrielles du Niger, c'est la souveraineté de l'État qui est mise à terre. Alors, la balle est dans le camp des autorités. On verra s'ils sont ou pas des pseudo-patriotes. Restons toujours dans ces domaines d'industrie où malheureusement au Niger, aucune société nationale digne de ce nom ne marche. Vous l'avez suivi tantôt, la seule restante est sur le point d'être fermée. Suivant les réactions de ces citoyens. Toutes les sociétés sont en train d'être fermées. Nous, à notre avis, c'est là aider à l'impérialisme qui est en train, d'une façon ou d'une autre, à faire de notre pays les véritables centres de l'impérialisme en Afrique. Les conséquences de cette fermeture seront néfastes certainement, parce que le peuple ne va pas se retrouver, que ce soit au niveau des sociétés, que ce soit aussi au niveau de la BRA Niger. Donc nous demandons au président de la République du Niger, avec tout le respect que le peuple lui doit, de savoir que cela ne va pas arranger personne, ni lui, ni son peuple. C'est vraiment un truc à déplorer, et qu'en tant que citoyen, ce n'est pas du tout l'évident pour un pays qui prétend à faire un certain nombre de partenariats publics-privés. Dans le cadre du business, tout ça, c'est vraiment une mauvaise image pour le pays et pour l'ensemble de l'économie du pays aussi. Et la fermeture, ça va engendrer le taux de chômage, la pauvreté, et surtout pour un pays où nous luttons contre la pauvreté et la jeunesse que vous voyez qu'elle est toujours en train de crier et qui réclame du boulot. Et que voilà, on rentre dans un cycle de fermeture. Vraiment, c'est un coup dur pour l'économie du pays. Et que nous lançons vraiment un appel pour que nos autorités revoient en baisse leurs ambitions par rapport aux impôts ou à la loi de finances, qui est vraiment le goulot d'étranglement de l'économie du Niger. Une mauvaise perception ou une mauvaise appréciation de l'ampleur du problème. Maintenant que BRA Niger a fermé, les gens ont compris l'ampleur. Mais il ne faut pas que le cas de BRA Niger soit traité uniquement et laisser le cas des autres. S'il y a un traitement, il faut que ça soit un traitement d'ensemble pour que nos industries renaissent davantage et soient beaucoup plus compétitives. Ouverture ce matin dans les locaux du service d'aide médicale d'urgence SAMU d'un atelier de formation sur les gestes de premier secours. Cette formation est destinée à 80 jeunes médecins. Le compte rendu avec Nafissa Touzakou, c'est les images de Boubacar Souley. C'est sur des gestes simples mais qui peuvent sauver la vie que se tient la présente rencontre. L'initiative est du service d'aide médicale d'urgence SAMU à l'endroit de ces jeunes médecins. Les outils sur les gestes de premier secours, thème de la dite formation qui consiste à approfondir les acquis de ces jeunes médecins. C'est un atelier de formation sur des gestes de premier secours. Donc ça consiste effectivement à former le public par rapport aux gestes qu'il faut faire, en tout cas pour secourir en tout cas toutes les personnes qui sont en situation de décès, qu'ils soient des accidentés, qu'ils soient de malades, quel que soit le type justement de pathologie qui peut arriver à une personne. Donc les secouristes conformes ici au SAMU sont à même de prodiguer quelques soins, le temps justement d'arriver ou d'amener la personne effectivement à l'hôpital pour la poursuite justement de la prise en charge. Nous avons avec nous les étudiants en médecine parce que c'est extrêmement important, c'est une formation qu'on ne fait pas justement à la fac, mais c'est des choses que même les médecins effectivement doivent en tout cas pouvoir maîtriser. On ne dit pas qu'ils ne maîtrisent pas, mais il y a des éléments essentiels effectivement que les gens doivent comprendre justement à travers cette formation en secourisme. Parce que tout ce temps qu'on est, effectivement, on ne peut pas tout apprendre. C'est dans cette optique-là qu'on demande effectivement à tous les agents de santé, au-delà des étudiants, justement d'avoir effectivement cette formation en gestes de premier secours.
c'est extrêmement important. C'est une formation effectivement qu'on fait sur 24 heures, donc c'est une journée en fait. Donc il y a une formation, une partie théorie et il y a aussi une partie pratique. Les participants saluent cette initiative du SAMI tout en l'encourageant dans ses activités. Cette formation, on l'apprécie à juste titre, en ce sens que, en étant des étudiants en médecine, on peut assister à n'importe quel genre de situation. Des personnes peuvent tomber en détresse, on peut assister à des situations de danger de mort où nous sommes censés apporter le premier secours. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons vraiment beaucoup appris comment il faut secourir les gens, quelle attitude il faut adopter et quel professionnalisme il faut adopter. La formation est la bienvenue du moment où elle nous apprend à faire face à des situations de tous les jours. Parce que les imprévus, les accidents peuvent nous tomber à n'importe quel moment, n'importe quand, n'importe où. Et ça peut être n'importe quelle personne, un membre de notre famille, un ami ou même un inconnu. Donc savoir comment agir dans ce genre de situation est vraiment primordial. À noter que cette formation est destinée à 80 jeunes médecins répartis en 4 groupes sur une durée de 4 jours. Ce matin, à l'Assemblée nationale s'est déroulé l'examen et le vote du projet de loi portant modification de la loi portant création d'un centre national de lutte contre le cancer. D'autres précisions avec Ali Sissé, Ibrahim et Chebou Guisso. L'examen et le vote du projet de loi modifiant et complétant la loi portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Centre national de lutte contre le cancer débuta par le rapport de la Commission des affaires sociales et culturelles. Par la suite, la présidente de la séance d'aujourd'hui, Mme Bala Amina Kalto, donna la parole à quelques députés qui exprimèrent leur point de vue relativement à la création ou non du Centre de lutte contre le cancer. Aussi, à l'issue des discussions, les présidents des différents groupes parlementaires demandèrent à leurs membres de voter favorablement pour le projet de loi portant création du Centre national contre le cancer. Dès lors, tous les députés présents accordèrent leur approbation, ce qui amena le ministre de la Santé, Ilyasu Idi, d'exprimer sa satisfaction. Je me réjouis très sincèrement de vraiment la disponibilité et surtout du vote favorable par l'ensemble des députés présents ce matin de ce texte. Et ce vote va permettre d'améliorer les activités de gestion administrative et technique du Centre national de lutte contre le cancer. Comme vous le savez, dont la construction a commencé depuis 2006 et aujourd'hui qui a atteint quand même ce rythme de croisière avec la finalisation qui va intervenir au plus tard la fin de cette année, puisque pratiquement tout ce qui est construction, tout ce qui est électrification, les travaux sont terminés. D'ores et déjà, les installations de certains appareils ont commencé. Le seul appareil qui nous reste et qui est dans le processus d'acquisition, c'est l'accélérateur linéaire de particules qui permet de faire la radiothérapie. Ça veut dire quoi? Une fois que ces équipements complémentaires sont installés, ça nous permettra de prendre en charge presque toutes les formes de cancer au Niger, de la chirurgie à la chimiothérapie, à la radiothérapie. Donc, on n'aura plus besoin d'évacuer. Enfin, il est à noter que les travaux en séance plénière reprendront à l'Assemblée nationale le lundi 3 juin prochain. Retrouvons encore nos reporters Ali Sissé, Ibrahim et Chebou Guisso pour ce reportage dans lequel le ministre de la Santé, Idi Ilyasu, a répondu à la question de la députée Hadiza Seni relative aux dangers qui constituent les antennes de téléphonie cellulaire. Dans la ville de Niamey, une présence non moins visible mais en même temps remarquable attire l'attention de l'observateur soucieux de l'environnement dans lequel il évolue. En effet, la ville de Niamey est parsemée d'un nombre considérable de pylônes servant d'antenne aux compagnies de téléphonie cellulaire. Une situation qui poussa la députée nationale Hadiza Seni Meyaki à demander au ministre de la Santé Idi Ilyasu les problèmes auxquels les citoyens sont exposés du fait du rayonnement que les antennes de téléphonie mobile produisent. Les antennes de téléphonie mobile ou bien même Gourbanda émettent des ondes de radiation. Et ces ondes de radiation sont source de cancer.
Maintenant, est-ce que avant l'implantation, il y a une étude préalable pour éviter à cette population la radiation? Est-ce que c'est à base d'études qu'on donne l'autorisation pour implanter, en tout cas ces antennes? Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a une communication qui manque. Parce que je sais que s'il y a la communication, les populations ne peuvent pas se permettre de tordre à travers, vendre leur maison pour implanter quelque chose qui peut les tuer à petit feu. À cette inquiétude exprimée par la députée Hadiza Seni Meyaki, le ministre de la Santé Ilyasu Idi répondit en ces termes. Ça, c'est vraiment un véritable problème. Il y a eu des études d'un honorable député qui a soulevé cette question. Les antennes là constituent un véritable danger, c'est une exposition. Même pas les antennes, les portables que vous portez dans vos poches là, c'est une exposition au cancer. Elles sont source de radiation. Vous faites un appel, vous êtes irradié, je n'ai pas le chiffre en tête. J'avais fait sur une télé privée, avant que je ne sois ministre, un débat sur les irradiations. Actuellement en France, aujourd'hui, c'est cadré. Il y a des montants qu'ils doivent verser pour accompagner, pour assurer la sécurité sociale. Parce qu'on est tous exposés. Celui qui appelle à côté de toi, il t'expose. Toi qui appelles, tu es exposé. Tu exposes ton enfant, tu exposes ta famille, tu exposes tout le monde. Tout le monde est exposé. Sans même aller au niveau de ces antennes. Et aujourd'hui, il y a eu une installation anarchique de ces antennes. Je me souviens, une année, j'étais médecin chef du district Niamey 1. Orange a voulu installer son antenne dans la maternité. On les a empêchés. Ça a fait du bruit avec le maire. On dit non, il n'est pas question. Parce qu'il expose les nouveau-nés qui seront nés dans cette maternité. Ils doivent aller chercher ailleurs. Ainsi, il revient aux autorités en charge du secteur de la téléphonie mobile de prendre des dispositions pour protéger les populations du danger que constituent les antennes des compagnies téléphoniques qui, il faut le dire, ont exagérément occupé l'espace de vie des habitants tant en zone urbaine que rurale. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.